Le SMS est arrivé à 16h47. Numéro inconnu. 8 mots qui m'ont glacé le sang, votre femme est à l'hôtel Hilton. Chambre 1757. Je fixais l'écran de mon téléphone dans le bureau exigu de l'assurance. Les néons bourdonnaient au-dessus comme des guêpes en colère. Tommy Harland, 38 ans, expert en sinistre le jour, ancien interrogateur militaire de formation, et apparemment la dernière personne à Lawrence, Massachusetts, à savoir que sa femme le trompait. Ma première pensée fut le spam. Une nouvelle arnaque ciblant les hommes mariés avec une usurpation de localisation GPS. Mais quelque chose dans la spécificité de la chambre 1757 me serra l'estomac. Alyssa travaillait encore tard ce soir, censée examiner des dépositions au cabinet d'avocat où elle travaillait comme parajuriste. Son patron, Barry Stone, dirigeait un cabinet de taille moyenne spécialisé dans les affaires de dommages corporels, le genre d'opération de chasse aux ambulances qui permettait de joindre les deux bouts, mais ne rendait jamais personne riche. J'ai ouvert l'application de télématique automobile sur mon téléphone. Il y a 6 mois, après qu'Alyssa ait percuté la boîte aux lettres de Madame Couglin, j'avais installé un système de suivi dans sa Honda Civic. Une réduction d'assurance, lui avais-je dit. En réalité, je voulais juste savoir si elle était aussi mauvaise conductrice que je le soupçonnais. Le point GPS montrait sa voiture garée à l'hôtel Hilton pendant 93 minutes. Mes mains commencèrent à trembler. Non pas le bon type d'adrénaline de mes jours à l'armée, mais le tremblement creux et nauséeux qui survient lorsque votre monde commence à s'effriter. J'ai attrapé ma veste et me suis dirigé vers la porte, disant à mon superviseur que j'avais une urgence familiale. Ce n'était pas un mensonge. Le Hilton se trouvait à 12 minutes de mon bureau, au centre-ville de Lawrence. J'étais passé devant 1000 fois, sans jamais trop réfléchir à sa façade corporative insipide ou aux voyageurs d'affaires qui peuplaient son bar. Maintenant, cela ressemblait à un territoire ennemi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai ouvert le flux des caméras de sécurité du parking sur mon ordinateur portable. Un des avantages de travailler dans les réclamations d'assurance, on apprend à accéder à des systèmes de surveillance dont la plupart des gens ignorent même l'existence. L'angle de la caméra me donnait une vue claire de l'entrée et de la plupart des niveaux de stationnement. Il y avait la Civic argentée d'Alyssa au niveau 2, et juste à côté, une Audi noire avec des plaques du Massachusetts que je ne reconnaissais pas. J'ai vérifié les plaques dans la base de données du DMV en utilisant mes identifiants d'experts en sinistre. La voiture était enregistrée au nom de Craig Jameson, 39 ans, adresse à Andover, une ville voisine. Craig Jameson. Ce nom ne me disait rien, mais une recherche rapide sur LinkedIn a comblé les lacunes. Représentant commercial pharmaceutique pour MedTech Solutions, diplômé de l'UMass avec un diplôme en commerce, divorcé il y a 2 ans. Sa photo de profil montrait un homme qui avait probablement atteint son apogée à l'université. Des dents parfaites, une coupe de cheveux coûteuse, le genre de sourire confiant qui vous donnait envie de le frapper sur place. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS du numéro inconnu. Tous les 2 jeudis pendant 6 mois, chambre 1757, vérifier son emploi du temps de yoga. J'ai failli jeter le téléphone contre le pare-brise. Le yoga. Les cours de yoga du jeudi soir d'Alyssa qui semblaient toujours se prolonger. Ceux où elle rentrait à la maison radieuse et détendue, affirmant que l'instructeur les poussait vraiment fort ces derniers temps. J'ai ouvert notre calendrier partagé et recoupé les dates. Tous les 2 jeudis pendant les 6 derniers mois, Alyssa avait yoga de 19h à 21h. Tous les 2 jeudis, selon les journaux d'accès par badge de l'hôtel dans lesquels j'étais en train de pirater illégalement, quelqu'un avait utilisé la chambre 1757. Les pièces se sont emboîtées avec la précision d'un verrou de carabine qui se met en place. Ma femme avait une liaison avec un représentant commercial pharmaceutique nommé Craig Jameson, et quelqu'un voulait que je le sache. La question était, pourquoi ? Je suis resté dans ma voiture à observer l'entrée de l'hôtel, attendant qu'il sorte. L'informateur anonyme m'avait donné tout ce dont j'avais besoin pour les prendre en flagrant délit. Mais quelque chose ne tournait pas rond. À l'époque de mes interrogatoires, j'avais appris à sentir les pièges à des kilomètres. Tout cela avait les caractéristiques d'un guet-apens. Mon téléphone a sonné. La photo de contact d'Alyssa remplissait l'écran. Une photo de notre mariage il y a 5 ans. Nous deux, jeunes et stupides, convaincus que nous avions trouvé l'éternité. « Salut, chérie, dit-elle, la voix légèrement essoufflée. Je viens de finir au bureau. Barry nous a fait travailler sur un énorme dossier. Je vais dîner avec Jenna et ensuite aller au yoga. Ne m'attends pas.
D'accord. Jenna Sik. La collègue d'Alyssa, une femme aigre d'une quarantaine d'années qui n'avait jamais rencontré une rumeur qu'elle ne pouvait pas utiliser comme arme. Si Alyssa mentait sur ses allées et venues, Jenna était probablement de la partie. Bien sûr, ai-je réussi à dire. Amuse-toi bien au yoga. Je t'aime, dit-elle et raccrocha avant que je puisse répondre. Je fixai le téléphone, me demandant quand ces mots étaient devenus un simple bruit. Peut-être qu'ils l'avaient toujours été. À 18h23, Alyssa et Craig sortirent de l'ascenseur de l'hôtel vers le parking souterrain. Je les regardais via le flux de sécurité s'embrasser pour se dire au revoir près de son Audi, sa main s'attardant sur sa poitrine. Elle avait l'air heureuse d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années, détendue, satisfaite. Craig monta dans sa voiture et partit. Alyssa attendit 5 minutes, puis le suivit. Discrétion professionnelle, même en cas d'adultère. J'ai démarré mon pick-up et suis rentré chez moi, mon esprit défilant à travers les possibilités. L'informateur anonyme, la révélation parfaitement synchronisée, les informations détaillées sur les numéros de chambre et les horaires. Quelqu'un surveillait ma femme aussi attentivement que je le faisais maintenant. Quelqu'un voulait que je sache. La question était de savoir s'il voulait m'aider ou me détruire. J'ai passé la nuit à faire semblant de dormir pendant qu'Alyssa se douchait après sa séance de yoga et se glissait dans le lit à côté de moi, sentant le savon d'hôtel et la culpabilité. Elle se blottit contre mon dos comme elle le faisait toujours, sa respiration se régulant en quelques minutes. L'intimité occasionnelle de la chose me rendait malade. Au matin, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas la confronter. Pas encore. D'abord, je devais savoir qui tirait les ficelles. J'ai appelé au travail en me portant malade et je me suis rendu au garage de Rishi, dans le sud de Lawrence. Rishi Kowalski avait été mon observateur en Afghanistan, le genre de type qui pouvait trianguler les positions ennemies en n'utilisant que le son et l'intuition. Ces jours-ci, il réparait des transmissions et aidait les hommes divorcés à retrouver leurs femmes infidèles. Les compétences se sont mieux traduites que vous ne le pensez. Tommy, mon garçon, dit Rishi, essuyant ses mains sur un chiffon graisseux alors que j'entrais dans le garage. Tu as l'air d'un revenant. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, dis-je. Triangulation de cellules, traçage de numéros de téléphone jetables. L'expression de Rishi changea. Nous étions amis depuis assez longtemps pour qu'il puisse comprendre la situation sans explication. Quel est le numéro? Je lui ai montré les SMS anonymes. Rishi a branché le numéro sur un ordinateur portable qui ne fonctionnait certainement pas avec un logiciel standard, ses doigts volant sur le clavier avec une efficacité routinière. Téléphone jetable activé il y a 3 jours, dit-il après quelques minutes. Payé en espèces dans un dépanneur sur Essex Street. Mais voici la partie intéressante. Les données des tours cellulaires montrent qu'il n'a été utilisé qu'à partir de 2 endroits. Le dépanneur où il a été acheté et le parking de Morrison Stone & Associates. Morrison Stone et Associés, le cabinet d'avocats d'Alyssa. Quelqu'un au bureau de votre femme est en train de jouer avec vous, dit Rishi. La question est, qui et pourquoi? J'avais une assez bonne idée du qui. Jenna Sik m'avait toujours semblé être le genre de personne qui collectionnait les secrets comme des cartes de baseball, attendant le bon moment pour les échanger contre un avantage. Mais le pourquoi restait obscur. Je dois accéder aux journaux d'accès par badge de l'hôtel, dis-je. Tous les enregistrements pour la chambre 1757, remontant à 1 an. C'est illégal, tu sais, dit Rishi. L'adultère aussi est illégal dans le Massachusetts. Bon point. Il a fallu à Rishi 20 minutes pour pirater le système de sécurité de Lilton. Les registres d'accès par badge racontaient une histoire qui me serrait la mâchoire. Craig Jameson utilisait la chambre 1757 tous les 2 jeudis depuis 8 mois, pas 6, ce qui signifiait qu'Alyssa mentait à propos du yoga bien avant que je ne soupçonne quoi que ce soit. Mais il y avait autre chose dans les journaux qui a attiré mon attention. Il y a 3 jours, le jour même où le téléphone jetable a été activé, quelqu'un avait accédé au système de surveillance de l'hôtel à distance. L'adresse IP remontait à Morrison Stone et Associés. Quelqu'un au cabinet d'avocats de ta femme surveillait les flux de l'hôtel, dit Rishi. Il connaissait l'affaire avant de t'envoyer ce message. Mais pourquoi me le dire? Peut-être qu'ils veulent que tu fasses quelque chose de stupide. Te prendre dans une situation compromettante. Cela avait du sens. Si j'avais suivi mon premier instinct et pris d'assaut la chambre d'hôtel, j'aurais pu être arrêté pour intrusion ou agression.
Un casier judiciaire détruirait mon habilitation de sécurité et mon emploi. Cela donnerait également à Alyssa des motifs de divorce qui n'impliqueraient pas l'aveu d'adultère. Je dois savoir qui est derrière ça, dis-je. Et j'ai besoin de levier. Rishi sourit. Maintenant, tu parles mon langage. Nous avons passé le reste de la matinée à creuser dans les antécédents de Craig Jameson. Son emploi de vendeur pharmaceutique lui donnait accès à des échantillons de médicaments censés être distribués aux médecins pour l'usage des patients. Mais les rapports de dépenses que Rishi a tirés des serveurs de MedTech racontaient une autre histoire. Craig facturait à l'entreprise des séjours dans des hôtels de luxe, des dîners coûteux et des frais de divertissement qui ne correspondaient pas à des activités commerciales légitimes. Plus intéressant encore, il réquisitionnait des échantillons de médicaments bien au-delà de ce que sa clientèle pouvait justifier. Ce type gère une activité parallèle, dit Rishi. Vend des échantillons à des gens qui ne peuvent pas se permettre des ordonnances, ou pire. De combien d'argent parlons-nous? D'après le volume, probablement 300 000 $ au cours des 2 dernières années. C'était une affaire criminelle fédérale sérieuse. Le genre de choses qui intéresserait la DEA si elle en était informée. Il y a plus, dit Rishi, affichant un autre ensemble de dossiers. Ta femme l'a aidé à blanchir l'argent par le biais d'une organisation caritative à but non lucratif. Regarde ses registres de dons. L'organisation caritative s'appelait Hope for Health, censée fournir une aide médicamenteuse aux patients à faible revenu. Mais les dossiers financiers montraient quelque chose de différent. L'argent affluait de donateurs individuels, y compris plusieurs dons importants du compte personnel d'Alyssa, et repartait directement vers un réseau de comptes offshore. Elle a volé dans vos économies communes pour aider son petit ami à blanchir de l'argent de la drogue, dit Rishi. Nous parlons de fraude bancaire, de blanchiment d'argent, de conspiration. Ce n'est plus seulement de l'adultère, Tommy. C'est du crime organisé. Je fixais l'écran, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Alyssa n'avait pas seulement trahi notre mariage. Elle m'avait transformé en complice involontaire d'un crime fédéral en utilisant nos comptes joints. Qui d'autre est au courant, demandai-je. C'est la question à $1 million, dit Rishi. Mais je parie que celui qui t'a envoyé ce message en sait beaucoup plus qu'il ne le laisse entendre. Mon téléphone vibra avec un autre message du numéro anonyme. C'est ce soir. Fais-le compter. J'ai montré le texte à Rishi, son expression s'est assombrie. Il te tend un piège, dit-il. Quoi que tu fasses, ne va pas à cet hôtel ce soir. Mais je n'avais pas l'intention d'aller à l'hôtel. J'avais l'intention d'aller chez Morrison Stone et Associés et d'avoir une conversation avec celui qui tirait les ficelles. Morrison Stone et Associés occupaient le 2e étage d'une ancienne filature de textiles sur la rivière Merrimack, le genre de bâtiment qui avait abrité les jours de gloire industrielle de Lawrence et servait maintenant de bureau bon marché pour les avocats, les comptables et autres charognards professionnels. J'y étais allé exactement 2 fois. Une fois quand Alyssa a eu le poste et une fois pour la fête de Noël du bureau où j'avais vu Barry Stone s'enivrer et draguer sa secrétaire pendant que sa femme faisait semblant de ne pas remarquer. Je suis arrivé à 19 h quand la plupart du personnel était rentré chez lui, mais le bâtiment serait encore ouvert pour l'équipe de nettoyage. La sécurité dans le bâtiment était une blague, une seule caméra dans le hall qui n'avait pas été mise à jour depuis l'administration Clinton, et un système de carte d'accès que Rishi aurait pu pirater les yeux fermés. Les bureaux du cabinet d'avocats étaient sombres, à l'exception d'une lumière dans le coin arrière. Le bureau de Barry Stone, selon la plaque nominative sur la porte. J'entendais des voix à l'intérieur. Barry et quelqu'un d'autre, leur conversation trop étouffée pour distinguer les mots. Je me suis rapproché à pas de loup, restant dans l'ombre du dédale de bureaux qui abritait les parajuristes et les secrétaires. Les voix sont devenues plus claires à mesure que j'approchais. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, disait Barry. S'il va voir les flics, il n'ira pas voir les flics, a répondu une voix de femme. Je la reconnus immédiatement. Jenna Sick, il est trop fier. Les hommes comme lui pensent toujours pouvoir tout gérer eux-mêmes. Et si tu te trompes, alors nous avons de plus gros problèmes que Tommy Harlon. La DEA est déjà en train de rôder autour de l'association. S'il la relie aux ventes d'échantillons de Craig. Nous aurions dû nous en tenir à l'écart, l'interrompit Barry. C'était censé être un simple cas de divorce. Le pousser à faire quelque chose de stupide. Le documenter. Demander le divorce pour faute. Propre et simple. Rien de tout cela n'a été propre, a dit Jenna.
Alissa a été négligente depuis le début, utilisant les comptes joints, se rencontrant au même hôtel chaque semaine. Elle aurait aussi bien pu prendre un panneau publicitaire. Je me suis plaqué contre le mur, le cœur battant. Il parlait de ma femme comme d'un passif, un problème à gérer. Le plan était de le faire arrêter pour intrusion ou agression, continua Barry. Créer des motifs d'ordonnance restrictive, établir un schéma de comportement violent. Au lieu de cela, il a tout ignoré et ne s'est pas présenté à l'hôtel, ce qui signifie qu'il est plus intelligent que nous le pensions, dit Jenna. Ou quelqu'un l'a prévenu. Qui l'aurait prévenu? Je ne sais pas, mais nous devons accélérer le calendrier. Plus ça traîne, plus il est susceptible de comprendre ce qui se passe réellement. Il y eut un silence. Puis Barry reprit la parole. Qu'en est-il de la responsable de l'hôtel? Coopère-t-elle toujours? Maria, elle est solide. $2000 nous ont permis d'accéder au système de surveillance et la promesse d'appeler une urgence de maintenance si Tommy se présentait, mais elle est nerveuse à cause de l'enquête fédérale. Quelle enquête fédérale? La DEA a fait une descente dans les bureaux de MedTech hier, dit Jenna. Ils enquêtent sur des irrégularités dans la distribution d'échantillons. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne remontent jusqu'à Craig. Mon sang se glaça. Si la DEA enquêtait sur les ventes de drogue de Craig et qu'Alissa l'aidait à blanchir de l'argent, elle risquait une lourde peine de prison fédérale. 20 ans, peut-être plus. Nous devons rompre les liens, dit Barry. Nous éloigner de tout ça. C'est trop tard pour ça. Nous sommes déjà trop profondément impliqués. Les dons de charité, les paiements d'hôtel, l'accès à la surveillance, tout est lié. Si les autorités fédérales commencent à tirer sur les fils, elles vont tout démêler. Alors que suggérez-vous? Nous nous en tenons au plan initial, nous faisons faire quelque chose de stupide à Tommy, nous le faisons arrêter, et laissons Alissa le divorcer pour faute. Elle obtient la moitié des biens, nous paie nos honoraires et disparaît. Sans son témoignage, les autorités fédérales ne peuvent pas prouver le complot de blanchiment d'argent. Et si Tommy ne coopère pas, alors nous le ferons coopérer d'une manière ou d'une autre. J'en avais assez entendu. Je me suis éloigné du bureau, l'esprit en pleine ébullition. Ce n'était plus seulement une question d'adultère. Il s'agissait d'une conspiration criminelle impliquant ma femme, son amant, ses collègues et des crimes fédéraux liés à la drogue. Et j'étais le fil à démêler qu'il devait nouer. J'arrivais à la cage d'escalier avant que mon téléphone ne vibre avec un autre SMS du numéro anonyme. Urgence à l'hôtel, chambre 1757. Votre femme a besoin d'aide. C'était ça. Le piège qu'ils avaient tendu depuis 3 jours. Ils voulaient que je me précipite à l'hôtel, probablement pour trouver Alissa dans une situation compromettante avec Craig, peut-être avec la sécurité de l'hôtel ou la police déjà sur les lieux. J'aurais été arrêté pour intrusion ou pire, leur donnant exactement les preuves dont ils avaient besoin pour leur stratégie de divorce. Mais je n'allais plus jouer leur jeu. J'avais une meilleure idée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer en retournant vers le bureau de Barry. S'il voulait jouer sale, je pouvais jouer encore plus sale. Au lieu de me rendre à l'hôtel, je suis rentré chez moi et j'ai passé les 2 heures suivantes à monter un dossier qui ferait saliver n'importe quel procureur fédéral. Des relevés bancaires montrant les virements de notre compte joint à l'association Hope for Health. Les rapports de dépenses et les formulaires de demande d'échantillons de Craig, les journaux d'accès par badge de l'hôtel, les enregistrements de surveillance des rencontres d'Alissa et Craig, et surtout, l'enregistrement audio que j'avais fait de Barry et Jenna discutant de leur conspiration. À 22 heures, j'ai tout téléchargé sur un serveur sécurisé et envoyé des copies chiffrées à 3 adresses e-mail différentes. Mon compte personnel, le compte de Richie et un dépôt secret que j'avais mis en place pendant mes jours militaires pour ce genre de situation. Puis j'ai appelé la ligne d'information de la DEA. Je voudrais signaler une fraude pharmaceutique et un blanchiment d'argent présumé, j'ai dit à l'agent qui a répondu. J'ai des documents prouvant des ventes illégales d'échantillons de drogue et des dossiers financiers montrant que les profits sont blanchis par le biais d'une fausse association caritative. L'agent a pris mes informations et m'a demandé d'envoyer les preuves à une adresse sécurisée. Je me suis exécuté, puis je me suis assis et j'ai attendu que les feux d'artifice commencent. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 6 heures le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord, c'était Alissa qui appelait du poste de police où elle avait apparemment été arrêtée lors d'une descente matinale au cabinet d'avocat. Ensuite,
c'était la secrétaire de Barry Stone qui demandait si je savais où était Barry parce que le FBI était arrivé avec un mandat de perquisition et qu'il ne répondait pas à son téléphone. J'ai laissé tous les appels sur le répondeur. À 8 heures, on a frappé à ma porte, 2 agents fédéraux en costume bon marché. Le genre de type qui ressemblait à des comptables mais portait des armes et avait le pouvoir de détruire votre vie. Monsieur Arlon, agent Martinez, DEA, agent Chen, FBI, nous aimerions vous poser quelques questions sur les activités financières de votre femme. Je les ai invités à entrer et j'ai préparé du café pendant qu'ils installaient un appareil d'enregistrement sur ma table de cuisine. Pendant les 3 heures suivantes, je leur ai raconté tout ce que je savais sur la liaison d'Alyssa, les ventes de drogue de Craig et le complot visant à me faire accuser de violence domestique. Vous réalisez que votre femme pourrait être condamnée à 25 ans de prison fédérale, a dit l'agent Martinez quand j'ai eu fini. Je le réalise, dis-je. Je réalise aussi qu'elle a fait ses propres choix. Êtes-vous prêt à coopérer avec notre enquête? Absolument. Tout ce dont vous avez besoin. Ils m'ont fait signer un accord de coopération et m'ont donné une carte avec un numéro de téléphone direct. En partant, l'agent Chen s'est retourné. Pour ce que ça vaut, dit-il. Je suis désolé pour votre mariage. Ce ne doit pas être facile. Non, dis-je, mais c'est nécessaire. Après leur départ, je suis resté dans ma cuisine à boire du café et à attendre le prochain coup dur. Cela n'a pas tardé. À midi, Barry Stone a appelé depuis le bureau de son avocat. Espèce de salaud, dit-il sans préambule. Tu as tout détruit. Vous vous êtes détruit vous-même, répondis-je. J'ai juste documenté. Alyssa a été arrêtée. Jenna a été arrêtée. Le FBI a saisi tous nos dossiers. 20 ans à bâtir ce cabinet, tout est parti. Vous auriez dû y penser avant de décider de me piéger. Ce n'est pas fini, Harland. Je m'assurerai que vous payiez pour ça. Bonne chance avec ça depuis la prison fédérale. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Les nouvelles locales ont repris l'histoire ce soir-là. Cabinet d'avocats de Laurence perquisitionné dans le cadre d'une enquête fédérale sur les stupéfiants. Ils n'ont pas mentionné mon nom, mais ils n'en avaient pas besoin. Tout le monde en ville saurait en une semaine que Tommy Harland était le gars qui avait fait tomber Morrison Stone et associés. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma belle-mère. Tommy, qu'est-ce qui se passe? Alyssa m'a appelé en pleurant depuis la prison. Elle dit que tu l'as fait arrêter. Elle s'est fait arrêter elle-même, Hélène. J'ai juste fourni des preuves de ses crimes aux autorités compétentes. Mais c'est ta femme. Tu es censé la protéger. Elle a cessé d'être ma femme le jour où elle a décidé de me voler pour aider son petit ami à blanchir de l'argent de la drogue. Il y eut une longue pause. Puis la voix d'Hélène, plus petite et plus triste. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, elle subit les conséquences de ses choix. Et je recommence. Cette nuit-là, je me suis assis sur ma véranda avec une bière et j'ai regardé le soleil se coucher sur Laurence. Pour la première fois depuis des mois, je ressentais quelque chose qui approchait de la paix. Le piège qu'ils m'avaient tendu était devenu leur propre prison. Alyssa accepterait probablement un accord de plaidoyer et purgerait 5 à 7 ans. Barry et Jenna risquaient des peines plus longues. Craig Jameson avait été arrêté à son bureau et coopérait, paraît-il, avec les enquêteurs fédéraux en échange d'une peine réduite. Mon téléphone vibra une dernière fois avec un message du numéro anonyme. Bien joué. J'ai effacé le SMS sans répondre. Je n'ai jamais vraiment su qui avait envoyé ces messages, mais j'avais mes soupçons. Peut-être Maria, la superviseure de l'hôtel qui avait été payée pour me tendre un piège mais qui avait eu des doutes lorsque les agents fédéraux avaient commencé à rôder. Peut-être quelqu'un d'autre au cabinet d'avocats qui était au courant de la conspiration mais ne voulait pas se retrouver dans les tirs croisés. Cela n'avait plus d'importance. Le jeu était terminé et j'avais gagné. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans un tribunal fédéral à Boston, regardant ma femme depuis 5 ans plaider coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent. Elle paraissait plus petite dans sa combinaison orange, ses cheveux attachés en queue de cheval qui la faisaient paraître plus jeune et plus vulnérable que la femme calculatrice qui avait volé dans nos comptes conjoints pour financer l'opération de drogue de son petit ami. Le procureur a exposé les accusations avec des détails cliniques. Comment Alyssa avait aidé Craig Jameson à établir l'association Hope4 Health comme façade pour blanchir les revenus des ventes pharmaceutiques illégales. Comment elle avait transféré plus de $180 000 de notre compte d'épargne commun à l'association,
affirmant que les dons étaient à des fins fiscales. Comment elle avait utilisé ses compétences de parajuriste pour créer de faux documents et couvrir leurs traces. Les actions de l'accusé représentent une trahison calculée non seulement de ses vœux de mariage, mais aussi de la confiance publique, a déclaré le procureur. Elle a utilisé sa formation juridique et les ressources financières de son mari pour faciliter une entreprise criminelle qui a mis des drogues dangereuses dans la rue et a fraudé des patients légitimes de leurs médicaments nécessaires. L'avocat d'Alyssa, un défenseur public qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, a fait une brève déclaration sur le remords de sa cliente et sa coopération avec l'enquête. Le juge n'a pas été impressionné. Madame Arlon, vous avez plaidé coupable de crimes fédéraux graves qui entraînent une peine maximale de 20 ans de prison. Avant d'accepter votre plaidoyer, je dois être sûr que vous comprenez les conséquences de vos actions. Dans ma maison, espèce de salaud. Détends-toi, mec. Ce n'est qu'une affaire. S'il vous plaît, ne tirez pas. Lâche-le. Vous ne le ferez pas. Vous n'avez pas le courage. Non. S'il vous plaît, ne lui tirez pas dessus. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Ne faites pas ça. Non. S'il vous plaît. Non. Oui, votre honneur, a dit Alyssa, sa voix à peine audible. Comprenez-vous qu'en plaidant coupable, vous admettez avoir sciemment participé à une conspiration visant à frauder le gouvernement des États-Unis et à blanchir le produit de vente de drogues illégales? Oui, votre honneur. Et comprenez-vous que votre coopération avec cette enquête ne vous garantit pas de recevoir la peine minimale? Oui, votre honneur. Le juge a accepté le plaidoyer et a fixé la date de la condamnation à 6 semaines plus tard. Alors qu'Alyssa était emmenée menottée, elle m'a regardé, assis dans la galerie. Je ne pouvais pas lire son expression. Colère, tristesse, regret, peut-être les trois. Je ne ressentais rien du tout. En dehors du palais de justice, l'agent Martinez m'a rattrapé. L'affaire Craig Jameson sera jugée le mois prochain, dit-il. Nous aurons besoin de votre témoignage sur les dossiers financiers. Tout ce dont vous avez besoin. Il y a autre chose. Nous avons enquêté sur le réseau de détournement d'échantillons pharmaceutiques, et c'est plus important que nous ne le pensions au départ. Jameson fournissait des drogues à un réseau de revendeurs qui les vendaient dans la rue. Certaines de ces drogues ont fini par tuer des gens. J'ai cessé de marcher. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que votre femme n'aidait pas seulement son petit ami à tricher sur les impôts. Elle faisait partie d'une organisation criminelle qui mettait des drogues mortelles entre les mains de toxicomanes et de personnes désespérées qui ne pouvaient pas se permettre de soins médicaux légitimes. Le poids de cela m'a frappé comme un coup physique. Je savais qu'Alyssa me volait, je savais qu'elle avait une liaison, je savais qu'elle aidait Craig à blanchir de l'argent, mais je n'avais pas pleinement saisi le coût humain de leur crime. Combien de personnes sont mortes? Nous avons documenté au moins 7 décès par surdose directement liés aux drogues provenant de l'opération de Jameson. Il y en a probablement plus que nous n'avons pas encore connectés. Cette personne, cette famille détruite parce que ma femme a décidé d'aider son petit ami à transformer des échantillons pharmaceutiques en drogue de rue. Sera-t-elle accusée de ces décès? Le procureur envisage des accusations supplémentaires. Complot en vue de distribuer des substances contrôlées, peut-être même homicide involontaire si nous pouvons prouver qu'elle savait que des gens mouraient. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Pour ce que ça vaut, dit l'agent Martinez, votre coopération a été cruciale pour cette enquête. Sans les dossiers financiers que vous avez fournis, nous n'aurions peut-être jamais découvert toute l'étendue de l'opération. Cela aurait dû me faire sentir mieux. Ce ne fut pas le cas. J'ai conduit chez moi à travers les rues de Lawrence, devant les usines textiles et les maisons à 3 étages, devant les garages et les épiceries où des gens comme ceux que ma femme avait aidé à tuer vivaient, travaillaient et luttaient probablement pour payer leurs médicaments. La ville avait le même aspect qu'avant, mais j'avais l'impression de la voir à travers des yeux différents. Mon téléphone a sonné alors que je me garais dans mon allée. Richie, comment ça s'est passé? Elle a accepté le plaidoyer. Condamnation dans 6 semaines. Tu vas bien? Je ne sais pas. Tu veux prendre une bière et en parler? Oui, je crois que oui. Nous nous sommes retrouvés au Murphy's Tavern sur Common Street, un bar miteux qui servait de la bière bon marché à la classe ouvrière de Lawrence depuis les années 1940, le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où tout le monde s'occupait de ses affaires. Tu as fait ce qu'il fallait, dit Richie après que je l'ai informé des événements du tribunal. Vraiment? 7 personnes sont mortes, Richie.
Cette personne sont mortes à cause des drogues provenant de l'opération que ma femme aidait à gérer. Cette personne sont mortes parce que ta femme et son petit ami ont décidé de transformer des médicaments en poison pour le profit. Ce n'est pas ta faute. J'ai vécu avec elle pendant 5 ans. Comment n'ai-je pas su quel genre de personne elle était vraiment? Rishi but une longue gorgée de sa bière. Tu sais ce que j'ai appris en Afghanistan? Les gens sont capables de choses que tu n'imagines jamais. De bonnes personnes peuvent faire des choses terribles dans les bonnes circonstances. Des personnes terribles peuvent se cacher derrière de bonnes façades pendant des années. Elle n'a pas toujours été terrible. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était différente. Ambitieuse, certes, mais pas ça. Peut-être qu'elle ne l'était pas. Peut-être que la personne que tu as épousée était réelle et que quelque chose l'a changé. Ou peut-être que tu as juste vu ce que tu voulais voir. Je fixai ma bière, observant les bulles remonter à la surface. Le procureur fédéral pense qu'elle pourrait faire face à des accusations supplémentaires. Homicide involontaire. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Une partie de moi veut qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Une partie de moi se souvient encore de la femme que j'ai épousée. Les deux peuvent être vrais. Nous restâmes un moment en silence, entourés par le bruit confortable d'un bar ouvrier, les boules de billard qui s'entrechoquaient, le match des Red Sox à la télé, des conversations en anglais et en espagnol, et ce qui ressemblait à du portugais. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Rishi. Maintenant, je témoigne contre Craig Jameson. J'aide les fédéraux à démanteler le reste du réseau. J'essaie de comprendre à quoi ressemble ma vie sans elle. Tu t'en sortiras, Tommy. Tu es plus fort que tu ne le penses. Vraiment? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que tout ce que je croyais savoir de ma vie était un mensonge. Pas tout. Tu en savais assez pour sentir le piège qu'il t'avait tendu. Tu en savais assez pour rassembler des preuves au lieu de te précipiter. Tu en savais assez pour faire ce qu'il fallait même si ça te coûtait tout. Il avait raison, mais cela ne rendait pas le poids sur ma poitrine plus léger. Les SMS anonymes, dis-je. Je ne sais toujours pas qui les a envoyés. Est-ce que ça importe? Je pense que oui. Quelqu'un voulait que je sache ce qui se passait. Quelqu'un veillait sur moi quand personne d'autre ne le faisait. Peut-être que c'était juste quelqu'un avec une conscience. Quelqu'un qui savait ce qui se passait et ne pouvait pas vivre en gardant le silence. Peut-être. Mais j'avais le sentiment qu'il y avait plus que ça. Les textes étaient trop bien chronométrés, trop précisément ciblés. Quelqu'un avait observé la situation et avait décidé de me donner les informations dont j'avais besoin pour me protéger. Un jour, je le découvrirais peut-être. Pour l'instant, il suffisait de savoir que dans un monde plein de gens qui m'avaient trahi, au moins une personne avait essayé d'aider. Le procès de Craig Jameson commença un mardi matin d'octobre, 6 semaines après l'audience de condamnation d'Alyssa. Elle avait reçu 7 ans de prison fédérale avec possibilité de libération conditionnelle après 5. Les accusations supplémentaires d'homicide involontaire avaient été abandonnées dans le cadre de son accord de coopération, mais le juge avait clairement indiqué que son rôle dans la facilitation de la distribution de drogue mortelle avait influencé la sentence. J'ai témoigné le 3e jour du procès, guidant le jury à travers les registres financiers qui documentaient comment Craig avait utilisé l'association Hope4Health pour blanchir l'argent de la drogue. L'avocat de la défense a tenté de me présenter comme un mari vindicatif cherchant vengeance, mais les chiffres ne mentent pas: virement bancaire, registre de dons, rapport de dépenses, tout cela dressait un tableau clair de fraude systématique. Craig était assis à la table de la défense dans un costume coûteux qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des habitants de Lawrence gagnaient en un mois. Il avait l'air confiant, presque suffisant, comme s'il pensait que son charme et sa belle apparence le tiraient de ce pétrin de la même manière qu'il l'avait probablement tiré d'affaire toute sa vie. Il avait tort. Le dossier de l'accusation était accablant. Outre les preuves financières que j'avais fournies, ils avaient le témoignage de Maria Santos, la superviseure de l'hôtel qui avait été payée pour aider à monter le piège de la surveillance. Elle avait retourné sa veste au début de l'enquête, fournissant des informations détaillées sur les paiements de Barry Stone et le plan visant à me piéger pour violence domestique. Ils avaient le témoignage du docteur Patricia Vega, l'une des médecins qui avait reçu à son insu des échantillons de médicaments détournés de l'opération de Craig. Elle s'est effondrée à la barre, décrivant comment elle avait prescrit des médicaments à des patients, sans savoir qu'ils recevaient des drogues de rue au lieu de produits pharmaceutiques légitimes. Le plus accablant de tous, ils avaient le témoignage de Derek Walsh,
un ancien toxicomane qui avait acheté des médicaments sur ordonnance détournée du réseau de Craig. Derek avait fait 2 overdoses avec des médicaments contaminés avant de se désintoxiquer et d'accepter de coopérer à l'enquête. Il m'a dit que les drogues étaient sûres. Derek a témoigné, la voix tremblante. Il a dit qu'il venait d'une entreprise pharmaceutique, pas d'un dealer de rue. Je lui ai fait confiance parce qu'il ressemblait à un homme d'affaires, pas à un dealer. La défense a tenté de faire valoir que Craig n'était qu'un vendeur qui s'était laissé dépasser par les événements, qu'il n'avait pas eu l'intention que quelqu'un soit blessé, mais les preuves ont montré le contraire. Des messages textes entre Craig et ses distributeurs discutaient de la dilution des drogues pour augmenter les profits. Les dossiers financiers montraient qu'il avait gagné plus de 400 000 $ grâce à l'opération en 2 ans. Le 7e jour du procès, le jury a rendu des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Complot en vue de distribuer des substances contrôlées, fraude électronique, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre une fraude aux soins de santé. La confiance de Craig a finalement craqué lorsque le juge a lu les verdicts. Son visage est devenu blanc et il a agrippé le bras de son avocat comme un homme qui se noie s'accroche à une bouée de sauvetage. La condamnation était prévue pour décembre. Après le procès, je suis rentré à Lawrence, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la clôture. Les personnes qui m'avaient trahi subissaient les conséquences de leurs actes. Le réseau criminel qui avait tué cette personne était démantelé. La justice, aussi imparfaite soit-elle, était rendue. Mais je n'en avais pas encore fini. Le procès de Barry Stone était toujours en cours, et j'avais des affaires inachevées avec lui. Il avait été l'architecte du plan visant à me piéger, celui qui avait orchestré le piège de la surveillance et avait entraîné Alyssa et Jenna sur la manière de me manipuler dans une position compromettante. J'avais coopéré avec l'enquête fédérale, mais j'avais mes propres plans pour Barry Stone. Le lendemain matin, je me suis rendu au tribunal fédéral de Boston et j'ai demandé à parler à l'agent Martinez. Je veux m'assurer que Barry Stone soit inculpé pour le coup monté de violence domestique, lui dis-je. Complot, entrave à la justice, tout ce que vous pouvez faire coller. Nous y travaillons, dit Martinez. Mais c'est compliqué. Le piège de la surveillance n'a jamais réellement eu lieu, il est donc difficile de prouver l'intention criminelle. Et l'enregistrement audio que j'ai fait de lui et Jenna discutant du plan? Cela aide, mais son avocat affirme que ce n'était qu'une discussion théorique, pas une véritable conspiration. Alors laissez-moi vous aider à le rendre concret. Martinez haussa un sourcil. Qu'avez-vous en tête? Barry est toujours en liberté sous caution, n'est-ce pas? Il exerce toujours le droit pour l'instant. Le barreau de l'État examine sa licence, mais il n'a pas encore été radié. Alors donnons-lui l'occasion de s'incriminer lui-même. J'ai exposé mon plan. C'était risqué et cela nécessiterait la coopération de Martinez, mais cela pourrait fournir les preuves dont ils avaient besoin pour faire condamner Barry pour les accusations de conspiration. Vous voulez porter un micro et essayer de le faire avouer, dit Martinez, je veux lui donner une chance de finir ce qu'il a commencé. S'il est aussi arrogant que je le pense, il ne pourra pas résister. Martinez réfléchit un long moment. C'est dangereux. S'il soupçonne que vous travaillez avec nous, il ne le fera pas. Il pense que je suis un mari en deuil qui a tout perdu. Il me verra comme une victime, pas comme une menace. Et si quelque chose ne va pas, alors vous aurez du renfort à proximité, n'est-ce pas? Martinez sourit d'un air sombre. C'est ça. Nous avons passé l'heure suivante à planifier l'opération. Je contacterai Barry et demanderai une rencontre, affirmant que je voulais discuter d'une éventuelle action en justice contre l'hôtel pour atteinte à la vie privée. C'était assez plausible. Un homme dont le mariage avait été détruit par des images de surveillance pourrait raisonnablement vouloir demander des dommages et intérêts. La rencontre fut fixée au vendredi suivant, au bureau de Barry. Il avait déménagé son cabinet dans un espace plus petit après la perquisition du FBI, une suite exiguë dans un centre commercial qui sentait le désespoir et l'eau de Cologne bon marché. Je suis arrivé avec un micro et une mallette remplie de faux documents juridiques que l'équipe de Martinez avait préparés. Le plan était simple, faire parler Barry du piège de la surveillance, des paiements à Maria Santos et du complot visant à me piéger pour violence domestique. Barry m'a salué avec le genre de fausse sympathie dont les avocats sont les spécialistes. Tommy, je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Toute cette situation a été une tragédie pour toutes les personnes impliquées. C'est pourquoi je suis ici, dis-je, posant ma mallette sur son bureau. Je veux explorer mes options légales. Contre qui? L'hôtel.
Peut-être la société de surveillance. Quelqu'un a violé ma vie privée, détruit mon mariage, ruiné ma vie. Il doit y avoir des conséquences. Les yeux de Barry s'illuminèrent à la perspective d'heures facturables. Dites-moi ce qui s'est passé. Je l'ai fait. Je lui ai parlé des messages anonymes, de la découverte des images de surveillance, de l'humiliation d'apprendre que la liaison de ma femme avait été documentée et distribuée. J'ai joué le rôle du mari lésé cherchant justice par le système juridique. Barry a tout gobé. C'est certainement passible d'action, dit-il. Atteinte à la vie privée, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, peut-être même conspiration si nous pouvons prouver que le personnel de l'hôtel travaillait avec quelqu'un d'autre. Que entendez-vous par travailler avec quelqu'un d'autre? Eh bien, les employés de l'hôtel ne s'immiscent généralement pas dans les situations domestiques à moins que quelqu'un ne les paie. Si votre femme ou son petit ami a soudoyé le personnel de l'hôtel pour documenter votre réaction, est-ce que c'est quelque chose qui arrive vraiment? Barry se pencha en arrière dans sa chaise, se passionnant pour le sujet. Plus souvent qu'on ne le pense. J'ai traité des cas où un conjoint paie la sécurité de l'hôtel pour créer des situations compromettantes pour l'autre conjoint, les faire arrêter pour intrusion ou agression, créer des motifs d'ordonnance restrictive. C'est brillant, dis-je. Maléfique, mais brillant. C'est juste une bonne stratégie juridique. Parfois, il faut créer les preuves dont on a besoin. Avez-vous déjà fait quelque chose comme ça? Barry hésita et je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Il décidait s'il devait me faire confiance pour la vérité. Hypothétiquement, dit-il, si quelqu'un voulait documenter les tendances violentes d'un conjoint, il pourrait s'arranger pour que ce conjoint soit confronté à des preuves d'infidélité dans un environnement contrôlé. Une chambre d'hôtel, des caméras de sécurité, peut-être une urgence de maintenance pour assurer l'intervention de la police. Hypothétiquement, bien sûr. Et hypothétiquement, combien coûterait une telle chose? Cela dépend de la complexité. Soudoyer le personnel de l'hôtel, organiser l'accès à la surveillance, coordonner le timing, peut-être 5 000 $, 10 000 si vous voulez que ce soit bien fait. J'ai hoché la tête pensivement. C'est beaucoup d'argent pour une hypothèse. L'expression de Barry changea. Que voulez-vous dire? Je veux dire, quelqu'un a payé Maria Santos 2 500 $ pour organiser une urgence de maintenance si je me présentais au Hilton. Quelqu'un a accédé au système de surveillance de l'hôtel depuis votre ancien bureau. Quelqu'un m'a envoyé des SMS anonymes conçus pour m'attirer dans un piège. La couleur quitta le visage de Barry. Tommy, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si, Barry. Vous avez tout orchestré, le piège de la surveillance, les textos anonymes, le plan pour me faire arrêter pour violence domestique. Vous avez entraîné Alyssa et Jenna sur la façon de me manipuler dans une situation compromettante. Barry se leva brusquement. Cette réunion est terminée. Tu dois partir. Je ne vais nulle part avant d'avoir terminé cette conversation. J'appelle la sécurité. Allez-y, appelez-les. Pendant que vous y êtes, peut-être pourrez-vous leur expliquer pourquoi vous venez d'avouer une conspiration, une obstruction à la justice et une manipulation de témoins. La main de Barry se figea à mi-chemin du téléphone. De quoi parlez-vous? J'ai ouvert ma chemise pour révéler le micro. Je parle de l'appareil d'enregistrement qui a capturé chaque mot de cette conversation. Celui qui vient d'enregistrer la façon dont vous avez décrit comment monter un piège de surveillance et avouer que quelqu'un a payé Maria Santos pour participer à une conspiration. Barry s'est effondré dans sa chaise, le visage livide de choc. Espèce de salaud, murmura-t-il. Non, Barry. Je suis le gars qui vous a battu à votre propre jeu. La porte s'ouvrit en grand et l'agent Martinez entra avec 2 autres agents fédéraux. Barry Stone, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration visant à entraver la justice et manipulation de témoins. Alors qu'il me notait Barry et lui lisait ses droits, il me regarda avec une haine pure. Ce n'est pas fini, Harland. Oui, dis-je. Ça l'est. Barry Stone a été condamné à 4 ans de prison fédérale par un froid matin de décembre qui correspondait parfaitement à mon humeur. J'étais assis au fond de la salle d'audience, le regardant essayer de conserver sa dignité tandis que le juge décrivait ses crimes, conspiration visant à entraver la justice, subornation de témoins et complot en vue de commettre une fraude. Sa femme n'était pas là. Elle avait demandé le divorce 2 semaines après son arrestation, emmenant leurs enfants et retournant chez sa mère dans le New Hampshire. Une autre famille détruite par la cupidité et la stupidité.
Jenna Sick avait déjà été condamnée à 18 mois pour son rôle dans la conspiration. Elle avait tenté de prétendre qu'elle ne faisait que suivre les ordres de Barry, mais les enregistrements que j'avais fait prouvaient qu'elle était une participante enthousiaste au plan visant à me piéger. Craig Jameson a écopé de 15 ans. Sa licence pharmaceutique a été révoquée et il a été condamné à verser des réparations aux familles des personnes décédées des suites des drogues contaminées qu'il avait distribuées. L'argent ne ramènerait jamais ces personnes, mais c'était quelque chose. Quant à Alyssa, elle purgeait sa peine de 7 ans dans une prison fédérale du Connecticut. J'avais reçu exactement une lettre d'elle depuis la condamnation, une excuse de 5 pages, décousue, qui parvenait à éviter de prendre la responsabilité de tout ce qu'elle avait fait. Je l'avais jetée sans la finir. Après la condamnation de Barry, je suis retourné à Lawrence et me suis arrêté au Murphy's Tavern pour une bière. C'était devenu un rituel au cours des derniers mois, une façon de marquer la fin de chaque phase de ce cauchemar et de passer à ce qui allait suivre. Richie m'attendait à notre table habituelle au fond. Comment ça s'est passé? 4 ans. Il fera probablement 3 avec une bonne conduite. C'est déjà ça, au moins. Oui, c'est déjà ça. Nous avons bu en silence confortable pendant un moment, regardant les moments forts des Red Sox à la télévision au-dessus du bar. La saison était terminée, mais il y avait toujours l'année prochaine. Toujours la possibilité que les choses soient différentes. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, dis-je, quoi? Je ne suis plus en colère. Pendant des mois, j'ai porté cette rage comme une seconde peau. Mais assis dans cette salle d'audience, regardant Barry être condamné, je n'ai pas ressenti de colère. Je me suis senti vide. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La colère peut te ronger si tu la gardes trop longtemps. Mais qu'est-ce qui vient après la colère? Que fais-tu quand les gens qui t'ont fait du tort sont en prison et que tu dois encore trouver comment vivre ta vie? Richie y réfléchit. Tu recommences. Tu découvres qui tu es quand tu n'es pas défini par ce que les autres t'ont fait. Plus facile à dire qu'à faire. La plupart des choses qui en valent la peine le sont. Mon téléphone vibra avec un message texte. Un instant, mon cœur a sursauté. Une partie de moi s'attendait encore à des tuyaux anonymes et à des avertissements cryptiques, mais c'était juste mon superviseur de la compagnie d'assurance qui me demandait si je pouvais faire des heures supplémentaires la semaine prochaine. J'avais gardé mon emploi malgré tout, même si cela n'avait pas été facile. La publicité autour des affaires fédérales avait fait de moi une sorte de célébrité locale. L'homme qui avait démantelé un réseau criminel et envoyé sa propre femme en prison. Certains me voyaient comme un héros. D'autres me voyaient comme un mouchard qui avait trahi sa famille. Je ne me voyais ni comme l'un ni comme l'autre. J'étais juste un homme qui avait refusé d'être une victime. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit Richie, interrompant mes pensées. Qu'est-ce que c'est? Je sais qui t'a envoyé ces SMS anonymes. J'ai posé ma bière et les regardé. Quoi? Maria Santos, la superviseure de l'hôtel. Elle m'a appelé il y a quelques semaines, voulait s'excuser de sa participation à tout ça. Maria a envoyé les SMS? Mais pourquoi? Elle a dit que Barry Stone l'avait approché pour monter le piège de la surveillance, mais quand elle a vu les images de l'hôtel de ta femme avec Craig, elle s'est sentie mal de ce qu'il prévoyait de te faire. Elle savait que tu étais piégé, alors elle a envoyé les SMS pour te prévenir, mais elle a quand même suivi le plan. Elle avait besoin d'argent. Mère célibataire, 2 enfants. Travaillant 2 emplois juste pour payer le loyer. Barry lui a offert $2500 pour faire un appel téléphonique si tu te présentais à l'hôtel. Alors, elle me protégeait et me trahissait en même temps. Les gens sont compliqués, Tommy. Ils font de mauvaises choses pour de bonnes raisons et de bonnes choses pour de mauvaises raisons. Parfois, ils font les deux à la fois. J'ai pensé à Maria Santos, une femme que je n'avais jamais rencontrée et qui avait essayé de me sauver d'un piège qu'elle aidait à tendre. Une autre victime des manipulations de Barry Stone, prise entre sa conscience et son besoin de survivre. Où est-elle maintenant? Elle travaille toujours à l'hôtel, elle a toujours du mal à payer les factures. Les procureurs fédéraux ne l'ont pas inculpée car elle a coopéré à l'enquête. Je devrais la remercier. Peut-être. Ou peut-être devriez-vous simplement laisser tomber. Elle a fait ce qu'elle a pu avec les choix qu'elle avait. Nous avons terminé nos bières et sommes sortis dans le froid de décembre. Laurence avait le même aspect qu'avant. Fatiguée, usée, mais toujours debout. Comme ses habitants, la ville perdurait.
Que vas-tu faire maintenant, demanda Rishi alors que nous atteignions nos voitures. Je ne sais pas. J'ai tellement été concentré sur l'obtention de justice pour ce qui s'est passé que je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce qui vient après. Tu pourrais déménager, recommencer ailleurs. Je pourrais, mais je pense que je vais rester. C'est ma maison. Pour le meilleur ou pour le pire, ce sont mes gens. Même après tout ce qui s'est passé, surtout après tout ce qui s'est passé, je ne vais pas laisser Barry Stone et ses conspirateurs me chasser de la vie que j'ai construite ici. Rishi sourit. Ça ressemble au Tommy Harland dont je me souviens d'Afghanistan. Le gars qui n'a jamais reculé devant un combat. Ce n'était pas un combat, Rishi. C'était la guerre. Et j'ai gagné. Je suis rentré chez moi par les rues familières de Lawrence. Devant les garages et les épiceries. Devant les maisons à 3 étages où les familles ouvrières luttaient pour joindre les deux bouts. Devant l'Hilton où mon mariage était mort et où ma vraie vie avait commencé. Ma maison me semblait différente maintenant, plus vide, mais aussi plus propre. J'avais jeté la plupart des affaires d'Alyssa, ne gardant que quelques photos de nos premières années ensemble, quand nous étions tous deux des personnes différentes avec des rêves différents. Je me suis assis sur ma véranda avec une bière et j'ai regardé les lumières de la ville, pensant à tout ce qui s'était passé et à tout ce qui était encore à venir. Quelque part là-bas, Maria Santos couchait probablement ses enfants et s'inquiétait du loyer du mois prochain. Quelque part ailleurs, Alyssa était allongée sur un étroit lit de prison, pensant peut-être au choix qui l'avait amenée là. Et me voilà, seul, mais pas solitaire, blessé, mais pas brisé, prêt à commencer le prochain chapitre de ma vie. Mon téléphone vibra une dernière fois, un message texte d'un numéro inconnu. Merci. Je fixai le message un long moment, puis l'effaçai sans répondre. Certaines conversations n'avaient pas besoin de mots. J'ai fini ma bière et je suis rentré, fermant la porte à clé derrière moi. Demain, je retournerai travailler, à enquêter sur les sinistres et à documenter les désastres des autres. Mais ce soir, j'étais juste Tommy Harlon, survivant d'une guerre que je n'avais jamais demandé à mener, vainqueur d'une victoire qui m'avait coûté tout et m'avait rendu à moi-même.